Crédit Agricole, le conflit dégénère. Les grévistes ont tenté de s'introduire au conseil d'administration de l'établissement. Une bousculade s'en est suivie. 3 personnes ont été prises en charge par les secours. Le reportage d'Isabelle Amont. Une mésaventure qui finit bien. Un couple qui célébrait son anniversaire de mariage en mer a dérivé pendant près de 48 heures au large de Saint-Vincent avant d'être sauvé in extremis. Retour sur cet événement et petite piqûre de rappel pour les règles à respecter en mer. Ils étaient fiers de montrer ce qu'ils ont appris cette année. Les sapeurs-pompiers juniors ont montré leur savoir-faire, un dispositif mis en place chaque année pour encourager la jeunesse et les aider à reprendre confiance en eux. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Les négociations sont toujours au point mort entre syndicats et direction du Crédit Agricole. Les délégués syndicaux espéraient profiter de la présence du président du conseil d'administration de l'établissement pour rétablir le dialogue. Leur espoir est demeuré vain, le ton est monté et les esprits se sont échauffés. Reportage Isabelle Amont. La tension est montée d'un cran aujourd'hui au Crédit Agricole où la direction avait mis les petits plats dans les grands pour la tenue d'un conseil d'administration. Naturellement, les délégués syndicaux du Crédit Agricole ont tenté de rencontrer Christian Fléraud, le président du conseil d'administration, en réunion avec les administrateurs, sans succès. Mais si nous réagissons à chaud, c'est du mépris. Pour un président en caisse régionale qui a mis en bataille des administrateurs, que nous avons tout le temps, nous avons tout le temps avec eux, nous avons échangé tout le temps avec eux, nous avons une problématique. Ça a fait 16 jours, 17 jours de bout, à penser dans un homme responsable, il peut au moins écouter les partenaires sociaux, les 4 représentants syndicaux. Nous demander un entretien simplement pour nous débattre point de vue. Quelques minutes plus tôt, une bousculade opposait des grévistes à un agent de sécurité sans conséquence. 3 personnes ont été prises en charge par les secours. Après 2 heures de concertation, le conseil d'administration serait favorable à ce que la direction trouve une sortie rapide du conflit. Seule une minorité s'y opposerait. Selon les dires de la direction, là actuellement, vu la fête du 14 juillet et le long week-end, ils proposent une rencontre en début de semaine pour rencontrer l'intersyndical pour pouvoir continuer les négociations. 3 semaines sur un piquet de grève, je pense que c'est trop. Il y a trop de souffrance dans ça. Je pense qu'il est temps que la direction et l'intersyndicale s'assoient autour d'une table et trouvent une solution pour sortir assez rapidement de ce conflit. C'est une grande société en Guadeloupe et ça impacte forcément l'activité sur notre territoire. Je suis un salarié moi-même. Lorsqu'on a des droits acquis, il est normal qu'on puisse défendre ses intérêts. Merci. À l'issue de la réunion, Benoît Leduc, le directeur général du Crédit Agricole, n'a pas souhaité s'exprimer. Et maintenant, parlons de cette histoire, celle de la mésaventure d'un couple qui souhaitait en tout cas célébrer son anniversaire de mariage en mer. Ils ont dérivé pendant près de 48 heures au large des côtes de Saint-Vincent avant d'être retrouvés par le CROSAG et héliportés en Martinique sains et saufs. Au début de ce mois de juillet, cette aventure est aussi l'occasion de rappeler aux plaisanciers les règles à respecter en mer. Alouine Courcy d'ATV Martinique. Toujours partir avec le matériel obligatoire sur un bateau et en bon état, ce couple n'est pas prêt d'oublier cette leçon. Après une panne de GPS et une boussole défaillante, ils se sont retrouvés dimanche matin à la dérive au large de Saint-Vincent. Mais là où beaucoup auraient paniqué, eux ont su garder la tête froide et faire confiance à leurs proches. Donc on est resté serein, on n'a pas commencé à se critiquer quoi que ce soit. C'était une panne technique. On est resté serein, on attendait parce que nous savons que nous avons des familles qui sont efficaces sur la terre ferme, qui ne vont pas se laisser faire et qui vont lancer des recherches, qui vont faire partir les poursuites à notre recherche. Et ne voilà-t-il pas, c'est ce qui a été fait et nous en sommes ravis d'être sur la terre ferme aujourd'hui et gagner notre famille. On a été héliportés et effectivement je remercie vraiment tout le monde, toute ma famille, la maman de Denis pour tout ce qu'ils ont fait parce que je sais que derrière il y avait beaucoup d'angoisse, mais malgré l'angoisse et tout, ils se sont vraiment battus pour pouvoir tout mettre en œuvre pour nous retrouver. Mais pendant que le couple tentait de rester serein, leurs proches ont commencé à s'inquiéter lundi matin et à prévenir les secours. Des heures interminables. J'ai attendu, je dormais pas. Mon mari m'a surveillé, je dormais pas. Le téléphone a fait cling. J'ai pris tout de suite. Le monsieur m'a dit, c'est le Cosma. Eh bien, madame, une bonne nouvelle.
J'ai dit quoi? Eh bien, oui, madame, on a repéré un bateau avec 2 personnes à bord. Mais on ne sait pas l'état de leur santé. J'ai dit, Dieu soit loué. Au lendemain de cette mésaventure, les mariés, heureux d'avoir retrouvé leur famille, relativisent et tirent les conclusions de cette épreuve qui aurait pu être fatale. Envisager de racheter un bateau ou repartir en mer, c'est pas peut-être pas ma priorité, mais je ne disconviendrai pas dans le futur de certainement me munir d'un bateau et puis de reprendre la mer. La seule chose qui a été défavorable en ma faveur, c'était d'oublier de prendre ma balise. Pas d'oublier, c'est que tu avais pensé que... Oui, non, mais quand on a fait nettoyer le navire, un petit jeune m'a nettoyé le navire et il a oublié de le remettre en place. À Saint-Joseph, la nouvelle s'est très vite répandue et fait réagir les riverains. Ils ont eu beaucoup de chance. De fait, quand même, on les a retrouvés vivants. Je suis content que mes collègues Joseph ont été sauvés. Je pense que vraiment ça a été bien, très bien. Et puis, les secours ont bien réagi. Je pense aussi que ça a été super vite. Mais tout cela aurait pu être évité si le matériel à bord avait été vérifié avant le départ. Fusée de détresse, boussole, carte marine, la liste des éléments obligatoires est disponible sur Internet. Mais elle peut aussi être complétée par d'autres éléments qui peuvent sauver des vies. Avant de partir en mer, vous aurez, avant toute chose, et c'est primordial, à vous assurer que votre bateau est en bon état de marche, avant même de penser au matériel de sécurité que vous devrez emporter. Alors on sait par exemple que la VHF n'est pas un élément obligatoire en catégorie basique ni même en catégorie côtière, mais il est fortement conseillé d'avoir à bord une VHF, même si elle n'est que portative. Lors d'un contrôle, l'amende peut s'élever à 1 500 € par accessoire manquant, un matériel indispensable et obligatoire à bord pour que la mésaventure de Denis et Muriel ne se répète pas. Changer d'état civil sera désormais un peu plus facile pour les personnes transgenres. L'Assemblée nationale a adopté hier la démédicalisation du changement de sexe à l'état civil. Ainsi, les personnes ayant changé leur sexe de naissance n'auront plus besoin de produire un certificat médical pour demander un changement de la mention du sexe à l'état civil. Un grand pas pour les associations transsexuelles et homosexuelles. Pensez-vous que les députés ont eu raison de faciliter ce changement? Isabelle Hameau vous a posé la question. Je ne me sens pas concernée par ce sujet et je ne m'avance pas dans ce terme-là. Parce que ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas, si on regarde bien, c'est contre nature, ça ne m'intéresse pas. Alors moi, je suis ni pour ni contre, mais après, je pense que la décision appartient à tout un chacun. Donc chaque personne est libre de vouloir changer de sexe ou pas. Je ne vais pas forcément prendre position dessus. Je pense que chacun est libre de faire son choix. Voilà. Je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, tu vois, les gens font ce qu'ils veulent. Et donc, voilà quoi. Je pense qu'ils devraient peut-être s'occuper de choses plus importantes quand même que le changement de sexe. Bon après, certes c'est ce que les gens veulent, tu vois, mais je pense qu'il y a des trucs plus importants à régler quoi. Non, moi je trouve qu'ils n'ont pas eu raison d'adopter cette loi parce qu'on est né avec un sexe, donc pourquoi vouloir changer la nature des choses, tout simplement. Non, moi je suis contre en fait. Je suis pas pour parce que pourquoi changer de sexe alors qu'on est né comme ça? Donc moi je trouve pas ça bien. Les partiels sont terminés, mais les étudiants bénévoles du DMJ, le dispositif Média Jeunes, ne chôment pas. Ils ont commencé leur campagne de recrutement pour trouver de nouvelles recrues. L'occasion de faire le point sur les actions menées par ce mouvement. Nicolas Joachim, Eugène, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes ravis en tout cas de vous recevoir. Vous êtes le coordinateur et chef de projet Outre-mer de ce réseau Média Jeunes. Tout d'abord, racontez-nous comment cette aventure a commencé. Je crois que c'était en 2001. À l'époque, vous étiez Mister Guadeloupe. Alors, effectivement, les dispositifs médias, au début, c'était simplement, pour une part, des émissions télévisées qui donnaient des conseils pour l'examen. Et ça, effectivement, ça a commencé entre 2001 et 2002. Et c'est vrai que c'est à partir du prix de Monsieur Guadeloupe où il y avait eu cette ouverture, cet engagement jeunesse, notamment récompensé avec le prix à l'époque Envie d'agir, des services de l'État. Et à partir de là, l'aventure a commencé jusqu'à devenir aujourd'hui un dispositif avec deux volets, le volet média
et le volet animation réseau au niveau jeunesse. Alors aujourd'hui, 16 ans après, vous regroupez près de 140 associations guadeloupéennes. Comment s'organise votre action? Alors l'action s'organise au niveau d'abord de l'animation réseau. Les associations et les structures jeunesse se réunissent donc régulièrement dans des espaces qu'on appelle permanence, donc permanence campus quand ça se passe sur les espaces étudiants, et permanence jeunesse quand il s'agit d'associations, d'entrepreneurs ou de jeunes de quartier. Et l'idée, c'est que sur ces mêmes lieux, on a des opérations qui sont réalisées, on va dire en fin de semestre, par exemple comme le Lionnage pour la paix qui a eu lieu sur la place de la Victoire, ou encore d'autres opérations qui ont lieu tout au long de l'année, en fonction, on va dire, des partenariats qui sont noués. Voilà. À quoi sert ce réseau? En gros, on a constaté en fait qu'il y avait un manque de communication et un manque de valorisation au niveau des différentes associations jeunesse qui font beaucoup de choses, mais qui malheureusement des fois sont un petit peu isolées. Et là, du coup, c'est l'occasion pour elles de travailler ensemble, de se rencontrer, de faire des séminaires de travail et de co-organiser des manifestations où elles valorisent certaines d'entre elles. Et comme en fait, il y a tous les domaines, aussi bien celles qui sont en outre-mer, on va dire hexagonales, étrangers, que celles qui sont ici, dans les quartiers ou sur les campus, mais ça permet de travailler ensemble et d'avoir ce lionnage. Oui, justement, je crois que votre action ne se limite pas justement aux frontières de la Guadeloupe, mais également concerne les ultramarins, enfin les Antillais installés dans l'Hexagone. Tout à fait, il y a des associations et des structures vraiment très, on va dire, exemplaires en ce moment qui préparent des actions. Je pense à la GEC, je pense au réseau Jeunesse Outre-mer, je pense aussi à Transit Créole, qui d'ailleurs a participé à l'opération Fréquence Outre-mer qui a eu lieu à Paris et Bordeaux il y a quelques semaines. En gros, effectivement, aussi bien dans les quartiers, dans les campus qu'à l'étranger, les acteurs jeunesse sont motivés. Et l'objectif du dispositif, c'est de mettre tout ça, on va dire, en musique et en valeur. Mais le travail est fait d'abord par ces associations. L'année est en train de s'est achevée. Quel bilan tirez-vous de 2015 ? Alors en fait, comme on était en période de sauvegarde pour la période 2015-2016, on est assez satisfait puisque toutes les opérations quasiment ont pu avoir lieu, aussi bien sur les campus qu'au niveau de la team jeunesse et même sur la France hexagonale. Par contre, c'est vrai qu'il faut se rendre à l'évidence, il y a un grand manque, on va dire, de moyens. Donc on va s'y adapter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait le séminaire, on va dire, en fin juillet, donc dans quelques jours. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on s'en sort très bien. Les opérations sont réalisées, mais maintenant, il va falloir un petit peu faire les bilans, reprendre des forces, parce qu'il n'y a pas eu, en fait, pour l'instant, tous les moyens. Et en parlant de force, justement, vous avez démarré votre campagne de recrutement. Qu'attendez-vous de ces bénévoles ? Alors, ces bénévoles, en fait, le premier objectif, c'est qu'ils arrivent à s'intégrer dans les associations du réseau, que ce soit, par exemple, l'association des étudiants de Fouillol, sur le campus de Fouillol, ou encore Muse, l'association sur le mouvement universitaire à Saint-Claude, ou encore le collectif Jeunesse Guadeloupe. Bref, que ces jeunes, en fait, s'ils ne sont pas encore dans une assoce, qu'ils intègrent une de ces assos ou un de ces mouvements. Et après, si ça les intéresse, qu'ils puissent participer à l'animation réseau avec toutes ces associations, tous ces mouvements. Et peut-être, dans le courant de l'année, si les moyens sont au rendez-vous, poursuivre les dispositifs médias jeunes dans les prochains mois. Est-ce que vous avez le sentiment que l'engagement citoyen en Guadeloupe est en perte de vitesse ? On peut considérer qu'il est en perte de vitesse, mais je pense que c'est un trompe-l'œil. En réalité, les jeunes n'ont jamais été autant engagés. La seule chose qui manque, c'est la valorisation. On ne parle pas suffisamment de ce qu'ils font, à mon avis. Justement, Nicolas Joachim Eugène, vous militez depuis un certain nombre d'années pour la jeunesse guadeloupéenne. Qu'est-ce qui lui manque à cette jeunesse pour, selon vous, s'épanouir et trouver confiance en l'avenir ? Alors, en tant qu'observateur, je dirais que ce qui manquerait, c'est simplement qu'on arrête de considérer que c'est un faveur nous cabas la jeunesse, que c'est un service qu'on rend à la jeunesse. La jeunesse n'a pas besoin de faveur, elle a juste besoin qu'on l'accepte comme elle est. Et la jeunesse, en fait, en réalité, a déjà son plan pour l'avenir. Voilà. Son plan pour l'avenir, c'est-à-dire, expliquez-nous. Ah, mais il y a beaucoup de talents, beaucoup de jeunes motivés, beaucoup d'actions qui se font. Il faudrait juste que les personnes qui travaillent avec la jeunesse et pas pour la jeunesse, à ce moment-là, ouvrent les vannes, décident de les accompagner, on va dire, et arrêtent de se dire, ok, fais ça, parce que je te connais bien. Non, aujourd'hui, on fait notre travail pour la jeunesse. Si on fait juste ça, la jeunesse n'a pas besoin de plus que ça, à mon avis. Dans une dizaine de jours, vous organiserez, vous l'avez dit tout à l'heure, le séminaire des acteurs jeunesse. Quel est l'enjeu pour cet événement, l'enjeu de cet événement ? Alors l'enjeu de cet événement, c'est de finaliser les bilans, d'avoir les retours des différentes associations, les nouvelles, les anciennes, et aussi prendre des décisions en commun par rapport aux perspectives du réseau, à savoir les actions des prochains mois, mais surtout des prochaines années, puisque comme on le dit, en ce moment, on est en période un peu difficile. On va essayer de boucler ce qui a à boucler
et préparer l'avenir avec tous ceux qui sont opérationnels. Qu'est-ce qu'il y aura sur place? Alors sur place, il y aura dès le premier jour une assemblée générale avec libération de la parole pour que les bilans prennent en compte les avis de toutes les associations, aussi bien celles qui reviennent au pays que celles qui sont sur les campus et dans les quartiers. Et ensuite, on va un petit peu modeler, on va dire, l'avenir en décidant ensemble, sachant qu'au milieu du séminaire, on aura aussi un grand rendez-vous média qui pourra être suivi en télévision, mais aussi sur le net. Donc ce sera le jeudi 27 juillet. Et évidemment, on a beaucoup de surprises et ça se verra sur le net. Nicolas Joachim, Eugène, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Autre exemple de la jeunesse en action, un jeune Guyanais se prépare à participer au concours Jeune Reporter Rio 2016. Il a seulement 15 ans, il est le plus jeune des concurrents, mais rien n'effraie ce passionné d'audiovisuel également. On regarde le reportage de Jonathan Lariot. C'est la consécration pour Georges Chaoul. Cet élève du collège de Gênes-Nenon s'est vu remettre ce matin un prix assez exceptionnel, l'opportunité de vivre des Jeux Olympiques de Rio, aux côtés des athlètes français. Une récompense qu'il a gagnée en participant au concours Jeune Reporter Rio 2016, une compétition dans laquelle les participants incarnent des journalistes sportifs. Georges a choisi de réaliser un reportage vidéo, dans lequel il a choisi de présenter le skatepark de Mirza. On peut y découvrir plusieurs activités, telles que le roller freestyle, le slalom et le hockey. Ça va faire déjà 2 ans que j'ai un parcours très audiovisuel, on va dire. Je m'intègre beaucoup dans l'audiovisuel. Je m'occupe d'un atelier vidéo au collège. Depuis 2 ans, ça veut dire j'ai des élèves qui sont inscrits à mon atelier que je gère moi-même. On fait des petits courts-métrages, je réalise des clips. Et donc, ça me permettra d'apprendre à peut-être une nouvelle passion de journalisme. Et honnêtement, lui, c'est un rêve pour lui de commencer des trucs comme ça et tout. Et pour moi, je suis content parce que ça lui encourage. Ça sera un encouragement pour lui et tout. Et voilà. Quand j'ai eu le résultat, j'étais vraiment... je ne m'attendais pas, mais je suis très contente pour lui parce qu'il méritait. Il a travaillé dur pour son vidéo et il était indéterminé. Le Guyanais rejoindra les 11 autres sélectionnés des différents pays d'Amérique du Sud. Ils seront formés aux techniques de communication propres aux différents types de médias. Les jeunes qui sont sélectionnés ont fait un beau travail, donc souvent en général sont déjà passionnés par les médias, par les métiers de la communication. Donc c'était les mettre un petit peu en valeur et leur offrir effectivement une opportunité. Normalement c'est un concours à destination des lycéens, mais effectivement par rapport au retour des travaux des élèves, on a trouvé que le travail de Georges était assez exceptionnel et était du niveau des lycéens et de meilleure qualité. Donc on a soumis à l'ambassade de France la possibilité d'intégrer un collégien, donc ce sera un des plus jeunes effectivement de la sélection des jeunes sélectionnés pour ce projet. Des plateformes au sein des différents réseaux sociaux seront mises en place d'ici le début de la compétition. Georges, ainsi que les autres journalistes en herbe, y posteront leur regard sur l'actualité des Jeux Olympiques. Restez avec nous. Dans un instant, nous découvrirons un nouveau concept en Guadeloupe appelé le Wiwa Chimara, ou comment dormir à la belle étoile. Et puis nous irons en mer pour la 4e étape du Tour de Guadeloupe en voile traditionnel. C'est l'un des changements qui est entré en vigueur au 1er juillet. La contraception est devenue gratuite pour tous. Ainsi, l'ensemble du processus médical de la consultation aux examens biologiques n'est plus payant. La mesure était déjà appliquée pour les 15-18 ans. Mais qu'est-ce que cela va changer? L'enquête de Karen Diamin. Déjà gratuit pour les 15-18 ans, la contraception est devenue totalement gratuite et anonyme pour tous. Un changement qui est passé plutôt inaperçu. Au niveau du planning familial, il n'y a pas beaucoup de changements pour nous. Parce que depuis la loi de 2000-2002 à peu près, les jeunes filles peuvent venir au planning gratuitement, sans autorisation des parents, et elles peuvent avoir accès gratuit à la pilule du lendemain, à la contraception continue, dès qu'elles n'ont pas de couverture sociale, bien si elles peuvent venir sans autorisation des parents. Donc concrètement, il n'y a pas de grand changement pour le planning pour cette loi. Du côté des pharmacies également, pas de grands changements depuis ce nouveau texte. Suivant tout ce que je sais actuellement, il n'y a aucun changement qui soit opéré par rapport à cette contraception. Une contraception que cette pharmacie délivre depuis des années à un public relativement jeune. Deux paramètres. Là, pour le premier, est-ce que c'est une jeune qui est majeure ou mineure? Si elle est mineure,
c'est pris en charge, qu'elle ait ou non une ordonnance complètement. Il y a des critères à formuler dans l'informatique pour que sa demande soit prise en compte. Et on lui conseille aussi de prévoir à une contraception vraiment de tous les jours. Pour les personnes plus âgées, la pilule du lendemain, comme la pilule contraceptive, il faut une ordonnance. Seul véritable changement de ce texte, aucune avance de frais ne devrait être perçue par les prestataires. Au niveau du planning maternité consciente, les femmes aussi n'ont pas d'avance de frais à faire quand elles viennent ici. Donc la consultation est gratuite, mais par contre, on leur donne une ordonnance. Elles vont en pharmacie acheter la contraception et cette contraception est prise en charge par la sécurité sociale à 65%. Et si elles ont une couverture sociale, la mutuelle prend en charge les 35%. Pour les jeunes, c'est pratique pour elles parce qu'on sait que tout ce qui est lié à la sexualité, à la contraception, le dialogue est très difficile avec les parents. C'est vrai que pouvoir avoir accès à la contraception, il faut pouvoir se la procurer. Et justement, au planning, les filles peuvent l'avoir, se protéger, éviter justement les grossesses non désirées sans difficulté. Mais le travail, c'est toujours de ne pas oublier justement qu'elles ont cette facilité, il ne faut pas la laisser passer en fait. Adopté le 1er juillet dernier, ce nouveau dispositif d'accès gratuit et anonyme à la contraception ne semble pas soulever les foules. Chaque année, des élèves bénéficient de la formation de pompiers juniors au Collège du Bourg des Abîmes. Ces sessions sont dispensées par Rudy Popote, un enseignant et officier des sapeurs-pompiers. Cette formation qui prend en charge des jeunes en difficulté leur permet également de prendre conscience de leur utilité au sein de leur établissement scolaire. Reportage Linda Kayarsi. Comme Sarah, chaque année, une cinquantaine de collégiens se lancent dans la bataille contre le feu en tant que pompier junior. Ce qui m'a poussé à intégrer cette formation dans le collège, c'est ma directrice de Témar 2, de primaire. Et comme M. Popote venait en maternelle, dans la primaire, et elle m'a intégrée dans le groupe de pompiers juniors et j'ai continué. Formés, ces élèves peuvent ainsi porter secours à leurs camarades en difficulté, à l'intérieur ou aux abords de leur établissement. Équipier 1, tu seras aux hanches. Équipier 2, tu seras aux épaules. Équipier 3, tu seras au brancard. Équipier 4, tu seras à la tête. Et équipier 5, tu seras aux pieds. En position, conditionnez-moi la victime. C'est un métier qui m'intéresse parce qu'en faisant ça, ça me permet de sauver des vies. Ce que j'aime le plus, c'est que ça permet d'aider les gens, plus de personnes. Et en même temps, en devenant pompier junior, me permet aussi de savoir qu'on dit que beaucoup de choses se passent, mais si par exemple je suis en ville et qu'il y a un incident, si je suis là, je saurais quoi faire. Alors si je n'avais pas eu reçu cette formation, je n'aurais pas pu faire certaines choses. La formation de pompier junior a également pour but de faire naître des vocations. 22, en position. Freddy, ancien collégien pompier junior, est désormais étudiant. Il a décidé de poursuivre dans cette voie. Mon objectif principal, c'est de devenir pompier volontaire d'abord et de finir professionnel. Et pour finir aussi, c'est aussi d'aider des jeunes qui sont en difficulté, parce que moi aussi j'ai été en difficulté et c'est avec la volonté, c'est avec l'envie qu'on réussit. C'est toujours beau de dire qu'il n'y a rien, mais si on ne va pas chercher de soi-même, demain on ne pourra rien faire. Depuis 2008, le Collège du Bourg des Abîmes est devenu une pépinière de jeunes soldats du feu, avec des objectifs bien précis. Ils sont formés à une certaine technicité, c'est-à-dire en fait, secours à personne, secours routier, secours incendie. C'est exactement la base, notamment pour tout pompier, on va dire, senior, effectivement, qui soit volontaire ou professionnel. Et donc eux, ils ont donc, au bout d'une année, pour ceux qui étaient là, ils continuent la formation, ceux qui arrivent la prennent en cours, eh bien, au bout d'une année, ils acquièrent cette technicité qui n'est pas effectivement finale, mais elle est en devenir. Et grâce à ça, ils peuvent assurer la sécurité dans leur établissement scolaire. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, eh bien, des élèves décrocheurs se trouvent intéressés par finalement cette activité parce qu'ils se rendent compte qu'ils acquièrent des compétences que peut-être leurs enseignants n'ont pas. Et ainsi, ils se sentent utiles dans leur établissement scolaire. Donc, des élèves, par exemple, qui avaient du mal à entrer dans l'école, sont des élèves qui sont contents d'y venir parce qu'ils savent qu'en y venant, eh bien, ils sont bien vus
parce qu'ils sont utiles. Depuis plus de 2 ans, la formation de pompiers juniors s'est invitée au collège de Guénette-au-Moule avec un atelier intitulé « Brigade d'intervention du collège de Guénette ». Il offre aux élèves de 3e la possibilité de se constituer un excellent CV en vue de l'entretien d'intégration au baccalauréat professionnel prévention sécurité, mais aussi de former les élèves au PSC 1, prévention sécurité civique de classe 1, nouvelle version de la formation aux gestes de premier secours. Après s'être attaqué à la délicate question de la pratique de l'amour chez les hommes, Steve Gadet reprend la plume pour s'adresser cette fois à la jante féminine dans son dernier essai « Quand une femme aime un homme ». Steve Gadet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes universitaire, écrivain et artiste. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour parler en plus d'amour. Pourquoi avoir choisi d'écrire des livres justement sur cette thématique, les rapports entre les hommes et les femmes ? Parce que c'est quelque chose qui me passionne et qui me touche depuis des années. Comme je le dis souvent, moi je suis issu d'un foyer où le rapport homme-femme n'a pas fonctionné. Donc très petit, je me suis posé des questions sur le pourquoi, sur est-ce que moi j'y arriverai un jour. Et à un moment donné, j'ai acquis assez de confiance en tant qu'écrivain pour sentir, tiens, qu'il fallait que je parle de ce thème-là. Et quand j'ai essayé d'en parler sur un format court, sur Facebook, les gens ont beaucoup réagi. Et ça m'a encouragé pour aller sur un format long. En tout cas, ça vous a interpellé. Ah, beaucoup. Je sens qu'il y a une envie de discuter de ces choses-là. Souvent, quand je vais en librairie, je vois que les gens qui en parlent, ce sont soit des Français de France, ou soit des Américains ou des Afro-Américains. Mais chez nous, en prise directe, on sent que les gens ont envie d'avoir un partage d'expériences, de paroles nourrissantes sur ce thème-là. Parler d'amour est une tâche ardue, parce que c'est un sentiment qui est subjectif. Quelle a été votre démarche, justement, pour écrire ce livre ? Je suis parti déjà d'une autre définition. Je suis parti d'une définition considérant l'amour pas seulement comme un sentiment, mais comme une décision. Le fait de se décider à un jour à faire du bien à la personne qui est à côté de nous. Donc c'est vrai, des fois, les sentiments peuvent être dans nos chaussettes, d'autres fois, ils peuvent être sur la lune. Mais l'amour, pour moi, avec un grand A, c'est de décider de faire du bien à cette personne, indépendamment des sentiments. Certes, les situations sont variables. Comment j'ai procédé ? J'ai essayé de voir des grandes catégories. Déjà pour les hommes, nous, comment est-ce qu'on pourrait faire sentir à la femme qui est dans notre vie qu'on l'aime ? Et j'ai procédé par grandes catégories et je me suis laissé inspirer, on va dire. Je me suis aussi nourri de personnes, de conseillers conjugaux qui travaillent sur ces domaines-là et que je lis de manière vorace depuis longtemps. Est-ce que vous avez le sentiment que l'homme antillais ne s'est pas aimé ? Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il est issu d'une société qui a déstructuré beaucoup de choses. On ne va pas mettre forcément tout sur le compte de l'histoire. Il y a des gens qui me disent « ouais, c'est facile ça, oh, l'esclavage, on sait déjà ». Je ne suis pas en train de dire ça, mais on est issu d'une matrice, on est issu d'une société, un projet de société qui est formé avec des valeurs et des manières de faire qui traversent les générations. Donc parfois, il y a des hommes qui ont su s'émanciper de ce projet-là et qui ont su développer une capacité à être à côté d'une femme, à exprimer des sentiments, à comment dire, être là sur la durée, et à faire vivre l'amour. Il y en a d'autres peut-être qui sont en train de le développer ou n'ont pas encore développé ça à cause de plusieurs facteurs. Mais je pense qu'on peut tous y arriver. Alors, j'ai lu ce livre, « Quand un homme aime une femme », c'est un portrait de l'homme idéal. Est-ce qu'il a eu un réel impact au niveau des hommes qui ont pu vous lire, peut-être même des femmes également ? C'est une bonne question. Ce qui m'a trompé au départ, du moins ce qui m'a fait réfléchir, c'est que mes premiers lecteurs ont été des lectrices, alors que je n'ai pas écrit le livre pour elles. J'ai écrit le livre comme une lettre ouverte à des hommes, un cœur à cœur avec les hommes du pays. Je voulais discuter de ces choses-là avec eux. Donc, dans le livre, je les appelais par-dessus. Et les premières personnes qui m'ont fait des retours, ce sont des femmes. Et elles m'ont dit, on voulait savoir ce qu'il y a dans votre tête. On voulait savoir à quoi pensent les hommes. Quand un homme va parler d'amour, qu'est-ce qu'il dit ? Mais j'ai eu d'autres témoignages aussi, d'hommes, de jeunes hommes. Il y a des témoignages de jeunes à partir de, on va dire, entre 17 et ça monte jusqu'à 65 qui me disent « Waouh, ça m'a permis de réfléchir sur certaines choses et de revoir ma manière d'être avec la jante féminine. » Il y a aussi des hommes qui m'ont dit franchement, bon, ton livre il est sympa, mais ma femme me tanne avec, quoi. Vraiment, elle l'utilise pour me dire où je ne suis pas. Donc c'est bien, mais peut-être qu'il faut que tu écrives pour nous aussi, quoi. Qu'est-ce que vous espérez justement en écrivant ce type de livre ? J'espère déjà déclencher les conversations. Je sais que c'est un livre qui a déclenché les conversations entre couples, qui a déclenché les conversations dans des familles. Nous, on est là ce soir, beaucoup de gens nous écoutent à cause du livre. Donc déjà, c'est ça, déclencher de vraies conversations, des conversations qui vont au fond des choses, qui font tomber les tabous.
Et puis la deuxième chose, c'est pourquoi pas influer sur les comportements de ceux qui arrivent, de ceux qui, dans ma génération, notre génération, ou les plus grands, se dire, ben tiens, on peut toujours mieux faire. Il ne s'agit pas de pointer le doigt, ce n'est pas un livre qui pointe le doigt, c'est un livre vraiment qui est très doux, qui parle avec beaucoup, beaucoup de love, quoi. Et voilà, j'espère qu'il pourra permettre de changer un peu certains comportements. Vous avez écrit un autre essai, celui-ci s'adresse directement aux femmes. On regarde d'ailleurs la couverture, on peut découvrir ce soir sur ATV Guadeloupe la couverture de ce livre qui s'intitule « Quand une femme aime un homme », dès qu'il sera disponible. Que souhaitez-vous dire aux femmes ? Là, j'ai voulu leur écrire personnellement. Il y a des hommes qui m'ont dit « il faut que tu parles pour nous ». Ce que je souhaite leur dire, c'est de quoi a besoin un homme. Ce n'est pas une réponse universelle. Hein. Je ne suis pas en train de donner une recette universelle et je ne parle pas au nom de tous les hommes en Guadeloupe ou en Martinique, mais j'ai l'impression de savoir 2-3 trucs. Et comme je discute beaucoup avec certains hommes, je veux leur dire environ sur 8 chapitres ce qui me semble essentiel et important lorsqu'un homme est dans une relation, de quoi il a besoin. Et quel est le message, justement ? Il y a plusieurs choses. Donc, le message, c'est de dire qu'au-delà de la nourriture et du sexe, on veut plus de choses que ça. Vous nous rassurez. Oui, parce qu'il y a des femmes qui doivent se dire ça. Mais il faut plus que ça. Et bien sûr, on est d'accord qu'une relation, ce n'est pas un supermarché. Les hommes ne doivent pas venir dans une relation et se servir « je veux ci, ça ». Et les femmes non plus. Tout va marcher, à mon avis, hein, si c'est réciproque. Steve Guadet, vous êtes enseignant. On le ressent d'ailleurs à travers votre discours, hein, très pédagogue. Vous êtes également artiste. Vous venez de sortir une mixtape avec votre acolyte Williams Café, avec lequel vous formez le groupe Benaja. Oui. Quels sont les thèmes que vous abordez dans cet album ? On parle d'un peu de tout. On parle de la tentation de la violence, on parle de l'état du pays, on parle aussi de l'amour de la musique, on parle aussi de foi, puisqu'on nous sommes des chrétiens protestants. Donc, sans complexe, on parle de notre vision de la chrétienté, notre vision de l'amour du prochain, le travail, en fait, tout ce qui touche à la vie quotidienne, quoi, on va dire ça. Et vous parlez aussi de certains phénomènes de société. Je pense à la gay, ah oui. Téléphone là. Ouais. Et on regarde tout de suite un court extrait. OK. Où est là? Dans la vie, pour nous parler des mêmes gens là, nous tout cas changé. Mais en même temps, nous ne pouvons pas oublier ça, nous tailler et nous en nous qui là. Comment? Mais c'est tout fond équilibre. Il ça qui veut râler nous derrière, il ça qui veut faire nous oublier. Mais nous tout cas changé. Au second. Laissez-moi pour ça. Pour qu'a dit qu'on aime moi, mais on ne veut pas admettre qu'on a changé. On veut moi toujours parler même gens là, habillé même gens là, réfléchir même gens là, mais on changé. Pour qu'a dit qu'on aime moi, mais on ne veut pas admettre qu'on a changé. On veut moi toujours parler même gens là, habillé même gens là, réfléchir même gens là, mais on changé. Aller en sens, rien pas changé. Mais là on bien gardé, tout le putain qu'a changé. Rien pas changé, passe, ou toujours peut compter si moi, on toujours peut compter si au compte ça t'es qu'à faire d'avant. Même si on acheté en case, en carré descend au quartier. Vois la femme et les hommes et les tontons et les taxis. Ou dit que depuis en passe la télé tête en rossi. Mais ça qui connaît, moi, ça fait ça pas possible. Et yo, F-O-L-A, en compte D-L-O. Tout partout en passé, en cas adapté. Parler avec jeune monde, parler avec grand monde. Parler des business, tous les problèmes en famille. Trouver des mots pour parler et faire ça qui la chose. Trouver des mots pour prêcher les dimanches matin. Et prendre temps pour expliquer. Là, je peux vous appeler Fola en tant qu'artiste. Ouais. Là, en fait, finalement, c'était pas la gay, mais c'était même gens-là. Oui. Une musique qui parle de vous. Ouais, qui parle du fait qu'on change dans la vie. Hein. On ne peut pas arrêter même gens-là. On ne passe qu'on est le en 98, qu'à parler comme ça, qu'à marcher comme ça, qu'à agir comme ça. En 2016, je peux dire quoi espérer qu'on était même gens-là. Et en son là, 510, c'est que non, le monde a évolué. On ne peut pas oublier ça au TI, mais en même temps, on ne peut pas figer en monde et demander pas changer, quoi. Non, nous avons changé, nous tout cas évolué. Fola, votre notoriété a changé quelque chose dans votre vie? Est-ce qu'elle a en positif, en négatif? Je dirais plus en positif. Il y a aussi le poids des responsabilités, l'envie, bien sûr, de ne pas décevoir, sachant qu'on est regardé. Et puis, je crois que ce qui est bien, c'est que cette notoriété-là, elle arrive, mais je suis moi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage que je joue. Peu importe la casquette que je porte, rappeur, enseignant, chercheur, ce qu'on veut, j'essaie de rester, moi, simplement. Donc, je n'ai pas à m'efforcer quand je suis dehors pour paraître d'une certaine façon, quoi. Quand une femme aime un homme, est déjà disponible? Alors, il sera disponible le 20 juillet dans les librairies du pays. Et je crois qu'on va le découvrir également dans un autre événement. Oui, normalement le 17 juillet, c'est la Caribbean Beauty Fest où j'ai été invité à donner mon grain de sel sur la femme caribéenne et la beauté. Où il y aura énormément de femmes rassemblées. Oui, donc je vais le présenter là pour les gens qui veulent la voir, ça sera une première, quoi.
Steve Gallet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. C'était aujourd'hui la 4e étape du Tour de Guadeloupe en voile traditionnel. Une course suivie aujourd'hui par Patrick Curie jusqu'à Terre de Haut, aux Saintes. On regarde son reportage. Il aura fallu s'y prendre à 3 reprises pour lancer cette 4e étape entre Capesterre-Belle-Eau et Terre de Haut. Avec un excellent départ de Marcelin Wilbon qui, depuis la première bouée, vire en tête pour ne plus la lâcher jusqu'à son arrivée victorieuse à Terre de Haut. Depuis le départ, un très bel départ. Donc, en virée numéro 1 à la tête. Donc, depuis lors, on a commencé à gérer. Mais ce n'était pas facile. Parce qu'un canal de Sainte, le vent a commencé à descendre et puis des vagues aussi qui venaient de tous sens. Donc, ce n'était pas facile à gérer. Mais finalement, l'équipage a répondu. Donc voilà, on a gardé la tête de la course. Un carré merci l'équipage là et un grand coup de chapeau pour l'équipage là qui était mis au diapason. Donc finalement, on a gagné l'étape d'aujourd'hui. Il s'en est fallu de peu pour que Guillaume Aubert perde sa place de leader. Arrivé 5e de l'épreuve, il ne lui reste qu'une seconde d'avance sur le 2e au classement général qui n'est autre que le vainqueur de l'étape du jour. On n'a pas failli perdre, on a tout fait pour le garder. Ouais, c'était chaud. Parce que dès qu'on arrive sur des allures de près, le bateau ne fonctionne pas aussi bien que d'habitude. Donc on a du mal et on est obligé de compenser en allant au bon endroit tout le temps, parce que sinon c'est compliqué. Oui, alors ils sont encore motivés, il faut juste qu'on réfléchisse bien là dans l'après-midi et qu'on retrouve les bons réglages sur le bateau pour que ça recommence à avancer normalement. Du nouveau au classement général avec toujours en tête Guillaume Aubert qui conserve donc toujours le maillot jaune. Réapparition de Marcelin Wilbon à la 2e place avec le maillot rouge et à la 3e place du général, Claude Tellier avec le maillot violet. À noter que l'équipage Thibaut n'a pas terminé la course pour cause de cassure. La 5e étape est la plus longue de ce tour de voile. Elle ralliera Terre de Haut au Gosier. Et maintenant, c'est l'heure des informations pratiques à vos stylos. La fermeture annoncée de la préfecture, de la sous-préfecture, jeudi 14 juillet. Et jeudi 21 juillet, les bureaux seront fermés en raison de la fête nationale et de la naissance de Victor Schellcher. La reprise aux horaires habituels se fera les vendredis 15 et 22 juillet. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.